Oyez oyez, ici Draven, de retour pour votre plus grand bonheur afin d'aborder un seinen de renom qui n'a eu de cesse d'accroître sa popularité au fil des décennies grâce à l'immense talent de son défunt auteur Kentaro Miura. Je parle bien sûr de cette grande épopée infernale qui est Berserk, une ode à part entière de la dark fantasy se déroulant dans un monde médiéval en proie à la violence la plus dure et la plus abjecte qui soit où de très faibles lueurs d'espoir subsiste. Cette fresque chaotique a vu le jour en 1988 grâce à une première itération des aventures de l'épéiste noir que Miura avait conçu alors qu'il n'était qu'un simple étudiant universitaire. Ce berserk prototype n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer ou jeter aux oubliettes, car ce chapitre, bien qu'il ne soit pas canon dans l'œuvre que nous connaissons aujourd'hui, place tout de même les bases de l'univers de Miura, mais je reviendrai sur son cas plus tard. Avant d'aller plus loin, je me dois de vous présenter ce grand mangaka qui est Kentaro Miura, afin que vous compreniez non seulement d'où il vient, mais aussi ce qui entoure son œuvre majeure. L'auteur de Berserk est né le 11 juillet 1966 à Chiba au Japon bien évidemment. Et dès sa plus tendre jeunesse, il a baigné dans un milieu artistique par le biais de ses parents. En effet, son père était un dessinateur de storyboard publicitaire et sa mère, quant à elle, travaillait en tant qu'enseignante d'art plastique. Très tôt, Miura se passionne pour le dessin à tel point que ses premières esquisses remontent à la maternelle. Puis, alors qu'il n'est âgé que de 10 ans, il lance son tout premier manga sobrement appelé Muranger, qui sera publié dans son école primaire et qui rencontrera un succès au sein de ses petits camarades, puisque son manga comptabilisa 40 volumes. Respect l'artiste. Continuant sur sa lancée, dès 1977, alors encore tout jeune, il entame sa deuxième œuvre, Keneno Michi, qu'on peut traduire par le chemin de l'épée, où il découvre les joies de l'utilisation de l'encre de Chine. Par la suite, il monte d'un cran au niveau de la qualité de ses dessins. Vers 1979, il en profite pour améliorer sa technicité au niveau de ses traits. Et c'est à cette époque qu'il conçoit les prémices de Guts, le héros tragique de son Berserk. Kentaro avait fait plusieurs prototypes de Gatsu sur ses carnets cahiers de dessin, mais en ce temps-là, son style graphique était énormément influencé par un maître en la matière, et je pèse mes mots, le grand Gonagai, un monsieur qui a apporté énormément en bande dessinée japonaise, puisqu'il est le papa de Mazinger Z et du prince d'Euphor Actarus, qui étaient les ancêtres des séries de mecha et du cultissime Devilman. Ce n'est guère étonnant que Kentaro était inspiré par l'un des plus grands de ce monde, puisque les créations de Gonagai ont été une véritable mine d'or de qualité au beau milieu des 70s. A raison, grâce à un scénario poussé et à un dessin au rendez-vous. Bien décidé à devenir une pointure dans le milieu, Kentaro fait le choix de s'inscrire dans un programme d'études artistiques en 82. Il va faire la rencontre de Koji Mori, qui deviendra son meilleur ami et un mangaka de talent. Ce nom est important car aujourd'hui il joue un rôle clé dans la supervision de la fin de Berserk. Car avant de passer l'arme à gauche, Kentaro Miura confie à son meilleur ami ses attentions pour la fin de Berserk. Mais trêve de galéjade, remontons aux années 80 où les deux compères avaient coécrit un recueil de science-fiction qu'on nomme Dojinshi au Japon, qui signifie revue de cercle, qui se sont empressés d'envoyer au Weekly Shonen Sunday pour faire valoir leur travail. Et les années 80 ont été une période riche en événements pour Kentaro. Il va devenir pendant un court instant l'assistant du fabuleux George Morikawa, auteur de légende d'Hajime no Ippo, un superbe manga sur la boxe que je vous recommande chaudement. Ce dernier renvoie Miura car il constate le haut niveau du jeune homme et lui explique qu'il n'avait rien qu'il puisse lui enseigner qu'il ne savait déjà. Morikawa a eu du flair sur ce coup-là, et tout ça nous amène donc en 1985, et là, accrochez vos ceintures. Miura effectue une demande pour avoir la chance de rentrer à l'université Nihon, qui est dans le privé, situé à Chiyoda, dans la région du Kanto. Pour ce faire, il envoie un de ses projets se nommant Futatabi pour le faire soumettre, et par miracle, il est admis. Le gars ne s'arrête pas là, car la même année, un de ses travaux s'intitulant Noah est publié dans le Fresh Magazine, un récit post-apocalyptique en one-shot narrant la survie difficile de personnages dans un désert, ma foi fort cruel. Tiens, cela me rappelle fortement le chemin de croix d'un homme aux 7 cicatrices sur le torse. Et le hasard fait bien les choses, puisqu'il se retrouve en 88 à travailler pour Buronson, l'un des auteurs de mon manga
manga favori, Hokuto no Ken. Ces deux hommes vont donner naissance à une œuvre s'étendant sur 2 volumes, Oro, le roi des loups, et Oroden, où l'émotion s'accompagne d'un épique à couper le souffle sur fond de paradoxe temporel, une bombe cosmique pour moi. Et c'est cette même année qu'il publie le prototype de Berserk dans le monthly Komi Komi de Hakusensha, une maison d'édition japonaise spécialisée dans la diffusion de manga, et notre jeune auteur remporte le prix du Komi Manga. Et en 89, il prépublie la vraie version de Berserk, d'abord dans le monthly Animal House, avant de le transférer dans le Young Animal, l'héritier du monthly Animal House. Toujours chez la Hakusensha, ce qui ne l'empêchera pas de collaborer une dernière fois avec Björnson pour nous pondre encore un chef-d'œuvre ultime, Japan, en 1992, un seinen de science-fiction qui vaut votre attention, mais retournons sur le glorieux manga Berserk, qui nous sert une histoire dramatique où l'espoir se fait rare et où la violence est symbole de l'horreur qu'abrite le monde médiéval, mélangeant et jonglant avec les styles de l'heroic fantasy et de la dark fantasy. Berserk oscille entre épique et drame tâté d'un profond pessimisme sur la condition humaine. Berserk, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Guts, évoluant dans une ère de barbarie sans nom. Ce ténébreux personnage est né du cadavre pendu de sa mère. Il fut sauvé de ce triste sort par un homme, un mercenaire, Gambino, sorte de père adoptif, au tempérament irritable, qui violentera Guts, alors enfant, qui est élevé également comme un mercenaire. Gambino n'hésitera d'ailleurs pas à vendre Guts à un de ses hommes qui le violera. Seulement, vu que le Gatsu est revanchard, il tuera son agresseur ainsi que sa figure paternelle en guise de légitime défense, puis survivra à l'aide de son épée, errant de champ de bataille à un autre, devenant une figure redoutée, ce qui va immédiatement piquer la curiosité d'un certain Griffith, leader charismatique d'une bande de mercenaires baptisée pour l'occasion la troupe du Faucon. C'est alors qu'un duel s'engagea entre ces deux guerriers, et Guts, ayant été vaincu, rejoignit les forces de Griffith, ce qui va l'amener à côtoyer les divers membres de cette bande. Parmi eux, on a Judo, blondinet téméraire, combattant avec des couteaux de lancer, Corpus, un guerrier moyen, voire médiocre, très imbu de sa personne, Pippin, une montagne de muscles qui parle peu, Gaston, qui est une sorte de comic relief, Rickert, un enfant qui est souvent en retrait par rapport aux autres, et la sublime Casca, femme mercenaire, qui brille par sa volonté et son aisance au combat. Elle est l'une des meilleures combattantes de la troupe, et c'est elle qui va nouer des liens d'amour avec Guts. En plus de tout ça, notre héros va devenir le bras droit, le bras séculier de Griffiths, en étant son principal guerrier, éclipsant donc ses autres compagnons de fortune. Cette troupe sera engagée par le royaume du Midland pour lutter contre l'Empire Shudder, avec qui il se livre une guerre sans pitié depuis un siècle, et ce cadre d'une férocité exceptionnelle permet d'offrir du grand spectacle dans un déchaînement d'agressivité éprouvant pour les personnages, et de mon point de vue, d'accentuer énormément la fragilité de nos héros, de par leurs émotions qui émanent dans un monde impitoyable qui en est dénué. Quand je lis Berserk, j'ai une pensée philosophique de la vie qui m'apparaît sous les yeux, notamment dans l'âge d'or, la première partie du manga, car pour moi, Guts est en recherche perpétuelle de son existence, de son destin en quelque sorte, cherchant un but à sa vie, ne voulant pas vivre par procuration sous la direction de Griffiths. Il veut être seul maître de son destin. Tout son début de vie, il l'a passé à errer en fuyant cela, il en prend conscience au fur et à mesure des événements. Et un parallèle s'établit alors avec Griffiths, qui lui sait d'entrée de jeu ce qu'il veut, il pense qu'il est intouchable. Malheureusement, cette quête, cette soif de pouvoir le rend prisonnier de son ambition et l'exile de son humanité. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, même s'il doit se déshumaniser pour cela. Et le fait que Guts va peu à peu s'extirper de ses griffes et gagner sa liberté en tant qu'homme, en le battant, va le faire vriller complètement, car ça le ramène à sa fragilité, aussi grand soit-il. Il reste un être de chair et de sang qui peut faillir et tomber de son piédestal, chose qu'il ne digère pas et qui le conduira à s'autodétruire pour renaître. Quant à Casca, elle s'ouvre peu à peu à Guts, assumant sa féminité et s'apercevant que l'homme qu'elle considérait comme parfait, c'est-à-dire Griffiths, n'a que faire d'elle malgré ses sentiments pour lui, se rendant compte qu'il est dévoré jusqu'à la moelle par son ambition et que finalement, l'humanité réside dans le cœur où on s'y attend le moins à le trouver. Et c'est ça que j'adore dans la première partie de Berserk, c'est que toutes ces réflexions s'alternent en permanence avec des combats éblouissants sur les champs de bataille et qui par le talent de dessinateur de Miura sont dignes de films comme Braveheart ou 300. Pour moi, le Golden Age est une mise en bouche savoureuse de ce qui attend le lecteur pour la suite de l'enfer de Guts, car la dark fantasy est peu présente dans cette première partie, rendant donc intense les rencontres avec les monstres démons comme Zod, dans un affrontement désespéré à tel point que j'ai ressenti que
que la bête était intouchable, invulnérable aux coups qu'assénaient Guts et Griffiths. Là où Berserk bascule complètement dans le registre de la dark fantasy, c'est à partir du tome 13 où la bestialité et les plaisirs charnels sont rois sous couvert d'entités démoniaques, s'appelant les God End, qui réclament du sang, et c'est aussi à ce point clé que Griffiths épouse pleinement son fantasme autodestructeur, faisant disparaître définitivement toute once d'humanité pour accueillir un pouvoir sans aucune commune mesure et une jeunesse éternelle, devenant alors l'antagoniste suprême de Berserk, Femto, l'instrument du mal. Il ira jusqu'à souiller Casca et à forcer Guts à assister impuissant à son hégémonie. C'est là où Miura est fort et nous frappe d'une réflexion profonde sur la nature de l'homme, l'honneur, la survie, à n'importe quel prix et bien évidemment le besoin viscéral de l'amour, illustré par ce triangle Guts, Casca, Griffiths. Pour vous imaginer ce que j'ai vécu en voyant ce tome 13, c'est comme si l'auteur vous attachait les paupières, vous empêchant de les fermer pour constater ce sanglant final. Ce qui nous amène à ce que je considère comme la deuxième grosse partie du manga, bien plus intéressante que le Golden Age, où je comprends les 3 arcs suivants, l'ère du châtiment, le faucon de lumière et Fantasia, où selon moi, on retrouve un Guts maudit par les God End, via une marque dans son cou qui se met à saigner dès lors qu'il y a des démons dans les parages, et luttant pour sa survie à la nuit tombée, jusqu'à ce que le soleil pointe le bout de son nez. Cet élément rajoute de l'épaisseur au personnage, le rendant plus intéressant à suivre via un aspect qu'on n'avait encore jamais vu et qui prend tout son sens en combat. Car pour moi, Guts transforme sa mélancolie liée à ses anciens compagnons et à leur funeste sort en une colère et une folie meurtrière si destructrice qu'elle nourrit l'espoir de vengeance envers Griffith et lui assure également sa survie, comme je l'ai dit précédemment. Ce qui illustre bien la chose, c'est son combat contre Rosine, une apôtre prenant une apparence de papillon-guêpe humanoïde, enlevant les enfants de son village pour les transformer en faux elfes. Guts déraille complètement et c'est son insanité qui lui permet de porter le coup de grâce à son ennemi. Et là, je vais profiter de faire un petit aparté pour expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que sont les apôtres. Ce sont des hommes et des femmes ayant perdu foi en l'humanité et qui ont fait le choix délibéré de faire des sacrifices humains pour s'accaparer une puissance nouvelle d'ordre démoniaque. Et pour ce faire, ils utilisent ce qu'on appelle le Béélite, l'œuf du roi, qui sert de communication entre le monde des vivants et le monde des dieux. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un des multiples aspects dans l'univers de Miura qui rend Berserk encore plus sombre, sale et horrible à chaque nouveau chapitre. Et les antagonistes, que sont les apôtres, sont loin d'être des enfants de cœur, même si certains ont un passé meurtri, on a du mal à éprouver de la compassion pour ces monstres vu que leurs actes sont tout bonnement odieux. Mais Kentaro reste dans l'optique de proposer une histoire non manichéenne, ce qui est tout à son honneur car ça apporte toujours plus de consistance à son œuvre. Et Berserk oblige, on n'échappe pas aux traditionnelles réflexions philosophiques, comme par exemple qu'est-ce que l'être humain est réellement prêt à faire pour assouvir ses pulsions et ses buts. Et ça, c'est un aspect qui est vachement mis en avant par l'antagoniste principal qui est Griffith, car oui, dans le manga, on suit majoritairement les aventures de Guts, mais on va avoir quelques chapitres qui sont dédiés à Griffith pour voir son évolution, ce qui permet de faire monter crescendo une tension jusqu'à, on espère, la rencontre finale entre les deux. Donc ça rajoute quelque chose de presque opposé. Là où Guts est le gentil de l'histoire et évolue dans un milieu assez sombre et ténébreux, Femto, lui, ou Griffith si vous préférez, qui est le méchant principal, apparaît comme lumineux. Genre comme si l'obscurité était la solution à la lumière, parce que la lumière n'est finalement pas si propre que ça. C'est cette rivalité qui fonctionne toujours aussi bien, qui avait été introduite dans le Golden Age, et que je trouve vraiment maniée d'une main de maître en termes scénaristiques. Et il n'y a pas que ça dans l'univers Dark Fantasy de Berserk, la folie qui caractérise Guts aussi va progressivement s'atténuer à mesure qu'il va être accompagné de ses camarades fidèles et qui vont lui procurer un sentiment de quiétude, de nostalgie, car cela va lui rappeler les rares bons moments du Golden Age. Et parmi ses alliés, on va retrouver toute une galerie de personnages comme Puck, qui est un elfe aux cheveux bleus venant apporter une touche de légèreté au périple via son humour qui atténue l'obscurité de l'univers. Isidore, qui souhaite à tout prix suivre les traces de Guts, car il le considère comme un modèle, c'est presque un grand frère pour lui. C'est une vraie tête brûlée en soi, il est assez semblable à l'épiste noire lorsqu'il était enfant, désireux de devenir fort. Et j'ai toujours trouvé que le personnage partageait la roublardise de Bat, de Ken le survivant, ce qui est tout à fait normal compte tenu de l'univers de Brut, où il évolue. Après, ce groupe n'est pas dénué de figures féminines, puisqu'on retrouve Casca, qui est malheureusement traumatisée suite aux événements du tome 13, et que
que Guts va protéger par tous les moyens et à tout prix, car elle symbolise son amour, sa raison d'être, en plus d'être une sorte de souvenir de son passé, ce qui rend leur relation encore plus intéressante. Puis nous avons Farnacé, ancienne ennemie de Guts, qui était la commandante de l'ordre des chaînes sacrées, envoyée par le Vatican pour traquer le Black Swordman. Alors elle, c'est assez, comment dirais-je, particulier, c'est une femme au caractère ambigu, elle cache une profonde violence qu'elle tente de réprimer, en plus d'être une sadique notoire. Elle a une attirance pour le feu qui lui procure des pulsions sexuelles. Cependant, au contact de nos héros, c'est un personnage qui va être amené à gommer ses vices. Et je me dois de mentionner aussi Shirk, une apprentie sorcière qui est assez puissante car elle est capable de canaliser les sursauts de rage de Guts. C'est une fille qui a tout perdu à cause des apôtres, c'est pourquoi elle décide de rejoindre Guts et sa bande de joyeux lurons. Chose amusante, tout comme Guts, elle se balade avec une fée se nommant Evarella qui, tout comme Puck, détend l'atmosphère. Et en dernière figure féminine, nous avons Isma, une jeune pêcheuse de nature enjouée, désireuse de partir explorer le monde. Et j'ai oublié de parler d'un membre du groupe, en la personne de Serpico, un l'écuyer de Farnacé et demi-frère de celle-ci, qui lui voue une totale obéissance malgré son air nonchalant. C'est un redoutable épéiste, très silencieux, qui appréciera Guts malgré son hostilité de départ. Le moins que je puisse dire, c'est que Kentaro prend le temps d'introduire chacun de ses personnages avec grand soin à la manière d'un JRPG. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est pas du tout péjoratif venant de ma bouche, c'est même plutôt glorieux. En parlant des personnages, les méchants ne sont pas en reste non plus. Je peux vous citer par exemple le père Mosgouz, qui représente assez bien une des thématiques de Berserk, qui est l'obscurantisme religieux, puisque c'est un fanatique qui torture à tort et à travers en prétextant que c'est pour rendre grâce à Dieu. Cet inquisiteur finira même par se transformer en un golem à la force surhumaine, ce qui donne lieu à un face-à-face contre Guts, soufflant alors le vent d'une puissance sans pareille, qui causa sa perte. Et ce n'est qu'une confrontation ahurissante parmi tant d'autres. Je vous parle de combats qui touchent presque le divin là, à mesure que le manga fait son petit bonhomme de chemin. C'est ce que j'adulte tant dans ce seinen. L'histoire surprend sans cesse, il n'y a jamais de redite et la surprise est rendue au centuple par la qualité des dessins. On sent clairement une inspiration très européenne, du lourd Moyen-Âge dans Berserk mixé avec des inspirations de la Renaissance, notamment puisant dans des tableaux mais aussi chez des artistes plus modernes, des influences diverses et variées. Pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. Miura a un coup de crayon très réaliste et détaillé, que ce soit pour les paysages, les architectures des bâtiments, les personnages, les combats. Peu importe ce qu'il dessine, ses planches fourmillent toujours de détails minutieux, crédibilisant son récit sans oublier pour autant l'art d'un découpage hors pair. Et je pense que c'est ça qui a rendu Guts et sa Dragon Slayer aussi mythique, qui est une arme trop grande, trop grosse, trop large, trop imposante pour être qualifiée d'épée. Ce qui va bien au personnage de Guts, puisque lui aussi il est en dehors des clous. Et c'est un de ses signes distinctifs qui le rend si reconnaissable. Le dessin de Miura est une perfection absolue, ce qui coule de source quand on sait qu'il n'a jamais caché que Hokuto no Ken de Tetsuo Ohara et Björnsson est l'œuvre qui a le plus impacté son travail. Et ça on le remarque immédiatement, de par le style très manly manga et de par le caractère de Guts qui est calqué sur celui de l'héritier de la Grande Ourse, Kenshiro. Après, au niveau de son faciès et de son bras au moins, il partage de fortes similitudes avec Ash Williams, héros de la trilogie horrifique Evil Dead, initié par Sam Raimi en 79, qui lui aussi se balade avec une arme imposante, qui est sa fidèle tronçonneuse rouge. Et l'autre point commun, c'est que Berserk possède des monstres qui ressemblent à ceux de Evil Dead 2 et Army of Darkness, qui est Evil Dead 3. Et ça ne s'arrête pas là pour les influences cinématographiques, car les God Hand m'évoquent les Cénobites d'Hellraiser, film de 87, tout droit sorti de l'imaginaire de Clive Barker. Ces créatures apprécient elles aussi des sacrifices sanguinolents. Et j'ajoute que pour moi, Miura a puisé son inspiration pour son Behelit dans la boîte des lamentations du premier Hellraiser. En effet, cet artefact sert lui aussi à communiquer avec un monde totalement malsain. Puis Griffith, parlons-en, son casque en tant qu'humain et son masque en tant que Femto sont pris de Winslow Leach, le personnage de Phantom of the Paradise, un film de 1974 de Brian De Palma qui est une sorte de réinterprétation du fantôme de l'opéra que je vous recommande chaudement. Après, concernant le monde hostile, la dangerosité de l'univers de Berserk, on sent bien évidemment l'aspiration de Conan le Barbare, de John Milius, un film qui date de 82 et qui mettait en vedette Schwarzenegger, d'Excalibur de 1981 par John Borman, Le nom de la rose, film de 86 de Jean-Jacques Hano.
La chair et le sang, qui date de 85 du grand Paul Verhoeven, que des classiques fantastiques ayant apporté une vision d'une histoire médiévale sombre, dans des registres différents, des tons différents pour dépeindre son univers. Il s'est aussi servi d'œuvres littéraires japonaises comme la saga de romans Dark Fantasy Green Saga, qui compte plus de 120 volumes, le manga fantastique Dororo avec son scénario super original d'un personnage qui s'est vu voler les membres de son corps et qui va chercher à les récupérer par tous les moyens, et Devilman du grand Gonagai que je vous évoquais quelques minutes auparavant. Donc vous constatez que les œuvres qui l'ont aidé à forger son manga sont nombreuses et proviennent d'une multitude de médias et pays différents. Il s'était beaucoup documenté sur nombre de périodes historiques. Par conséquent, cela aboutit à une ambiance singulière que peu de mangas égalent de par son côté gorace as fuck, ses scènes de sexe, son pessimisme ambiant qui forge l'évolution de nos personnages à travers un monde en ruine. Berserk est le genre de manga à marquer au fer rouge, et ça, c'est une certitude. Il vous reste en tête. Si vous souhaitez commencer en douceur ce seinen, je vous conseille de vous tourner vers l'excellent animé de 1997 qui adapte le Golden Age correctement malgré ses quelques concessions. Puis, si vous accrochez, de poursuivre avec la lecture du manga, et si vous devenez fan, profitez-en pour tâter les jeux Berserk qui sont de très bonne qualité, soit Sword of the Berserk Guts Rage sur Dreamcast, un excellent beat'em all avec une histoire inédite écrite pour l'occasion par Mura lui-même et pouvant se placer dans le canon de la série. De checker aussi également sur YouTube le jeu PS2 Berserk adaptant l'arc du Faucon de Lumière, puisqu'il n'est jamais sorti chez nous en Europe, ce qui est dommage d'ailleurs, car il a une putain d'OST qui a été composée par Hirasawa Susumu, le même gars qui s'était occupé des musiques de l'animé de 97, une véritable légende. Vous pouvez également jeter votre dévolu sur le très bon Berserk Band of the Hawk, qui est un musu sur PS4 et PC adaptant fidèlement quasiment tous les arcs du manga. C'est un véritable bonheur jubilatoire à jouer, à tel point que j'ai fait le 100% dessus tellement l'expérience est grisante. Pensez aussi à regarder l'animé de 2016 qui n'est pas exceptionnel malheureusement en termes d'animation, dû à une CGI que je qualifierais de mauvaise qualité, mais qui est rattrapée à la volée par une OST génialissime et un doublage aux petits oignons, à des meilleurs que j'ai pu voir dans un animé. En définitif, Berserk est d'une qualité d'écriture et de dessin hors norme et une maestria de la dark fantasy toute œuvre confondue qui peut trôner parmi les plus grands noms ayant laissé une trace grandiose dans la culture populaire. Feu Kentaro Miura mériterait une standing ovation pour Berserk, car il a influencé tout un pan de la culture populaire. Par exemple, le héros de Final Fantasy VII, Cloud Strife, ressemble étrangement au niveau de sa posture de combat et de son arme fétiche à Guts et sa Dragon Slayer. Je peux citer aussi Siegfried de Soul Calibur qui se bat exactement de la même manière que notre Gatsu, mais également les jeux From Software, tous les Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring sont inspirés ou même puisés dans la bible de la Dark Fantasy qui est Berserk. Ça se voit, ça crève les yeux. Donc si je devais définir Berserk en quelques mots, ça serait ceci: une œuvre viscérale qui prend aux tripes au même titre que le nom de son protagoniste et qui ne nous laisse pas indifférents. C'est une œuvre qu'on ne lit qu'une seule fois dans sa vie. C'est par ces mots que je boucle cette vidéo, donc si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un like, un commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble de cette œuvre majestueuse, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les futurs contenus. C'était Draven, je vous dis portez-vous bien, salut.